par rapport à cette expulsion d'Embolo. Par intraveineuse, mettons, le café, ça se peut-tu? Puis je pense que c'est la qualité à l'attaque qui va faire la différence. Non, Zidane, quoi tu penses de ne pas le donner à Haaland? Ça a pris beaucoup de thérapie, moi, te dire. Sinchuk, Streit, puis j'avais Morales aussi. Fait qu'ils ont la qualité pour le faire, mais vous avez eu vos chances, là. Sais-tu comment tu sais que t'es big? Que je suis... Moi? Amy a flushé Craig Forrest tantôt, qui appelait pour toi, parce qu'elle parlait avec... moi, j'aurais voulu y parler, moi, Craig Forrest. Et le stade olympique de carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans l'eau de la boîte à pain. Merci à notre partenaire Mise au jeu pour la Coupe du Monde. Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour tous les partisans. En plus des pages dédiées à chacune des équipes participantes et canadiennes, assurément. Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match. Pour avoir toutes les offres de paris et ne rien manquer, télécharge l'appli Mise au jeu plus 18 ans et plus, jouez responsablement. Bienvenue à Plein Axe. Ben, merci. Merci de m'avoir aujourd'hui. Ben, écoute, ça fait un grand plaisir. Ben, en fait, c'est notre invité qui t'a invité. Ben oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Olivier Brett avec vous en compagnie de... Frédéric Laure, et ici, et de la royauté du soccer canadien. C'est vrai. Ni plus ni moins du soccer québécois, assurément. Vous l'entendez, je l'entends, même si les gens doutent, sur Footy Prime, le podcast. Un podcast concurrent. Oui. Oui, tout dans la... Amy Wash est avec nous. Merci, Amy, d'être là. Merci de m'accueillir. C'est un bonheur. On t'a désiré pendant tant d'années. Quelques semaines, à peine. Non, mais ça fait... tu fais partie d'une très, très courte liste qui a été courtisée plusieurs fois avant que ça fonctionne, finalement. On est très heureux de t'avoir sur l'émission. Fred, je pense que t'es arrivé. Personnellement, ça a pris beaucoup de thérapie, moi, te dire. Ouais. Veux-tu savoir comment tu peux savoir que t'es rendu big? Amy a flushé un appel tantôt parce qu'elle jase avec toi. That's true, c'est vrai. Je suis gros. Il faut dire que l'appel, c'était une agence de recouvrement. Non, je sais pas. J'ai pas snoopé au point de voir qui appelait. Je suis big parce que je suis presque plus en vacances. Attends, on recommence. Sais-tu comment tu sais que t'es big? Que je suis big? Moi? Oui. Amy a flushé Craig Forrest tantôt, qui appelait pour toi parce qu'elle parlait avec... moi, j'aurais voulu y parler, moi, Craig Forrest. Quel gentil jeune homme. Il a signé sa décharge. Il peut juste décrire des matchs pour la FIFA puis faire son Footy Prime. Fait qu'il a pas le droit de venir il est avec top aussi. Mais il faut dire que dans la discussion pour m'amener sur l'émission, ici, pour m'amener ici, j'ai dit, comment ça, c'est toi qui m'appelle, Fred? Parce que mon ami Oli Brett, pourquoi lui, il n'a pas le temps de me lancer un coup de fil? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'a pas le temps de lancer un coup de fil. Parce qu'il est big, là, puis voilà. Depuis la Coupe du Monde, ça t'aide, en tout cas. 13 juin, d'ailleurs, on est au milieu de la Coupe du Monde, 13 juin. Olivier, ça va? Tu restes, t'es encore... Ça va. Es-tu toujours sous perfusion? Tu parles... Oui. Tu parles... ça, c'est trash. J'ai demandé, parce que j'ai demandé à des collègues il y a 2 semaines à peu près, tu sais. Ça, c'est trash. Par intraveineuse, mettons, le café, ça se peut-tu? Puis on m'a dit, ben ça s'appelle de la... Puis choisir ta drogue poudreuse de choix. Mm-hmm. Ouais, il y a des drogues par intraveineuse, Non, écoute, tu réécouteras ce segment-là, tu comprends. Heroin? Ouais. Peut-être, ouais. Moi, je le fais par seringue dans les yeux, moi, comme Guns N' Roses. Ça va de mieux en mieux, je te dirais, à mesure que les équipes se font éliminer. Ça va, on va passer à travers. Bon, Amy, d'habitude, on est plus efficace que ça, mais... C'est pas vrai, je vous écoute de façon régulière, puis c'est pas vrai. 13 juin au matin, en matinée, voilà. On vient d'avoir Café Croissant et on est prêt pour les demi-finales aussi. Mm-hmm. Mais avant d'arriver aux demi-finales, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé les derniers jours, quart de finale. Mm-hmm. Et on va commencer là-dessus sur l'esprit de toutes les quarts de finale. Si je vous dis ce matin, s'il y a une chose dont vous vous rappelez de ces quarts de finale, il y a une chose qui sort. S'il y avait une manchette, si vous faisiez un beau magazine sur les quarts de finale de la Coupe du Monde, Oliver, c'est quoi ton affaire que tu te rappelles ou que tu vas te rappeler de ces quarts de finale? Oh, tu veux dire dans ce qui en ressort là ou ce dont on va se rappeler dans 20 ans? Moi, là, parce que dans 20 ans... C'est-tu tout de suite qu'on parle d'arbitrage ou... Ah oui, OK. Ben...
Tu vas aller là tout de suite. Ben, pas nécessairement, mais moi... Pour toi, c'est important, j'allais dire. Non, mais ça a été un sujet de discussion vraiment important. Non, tu sais ce qui va ressortir, puis j'ai hâte de savoir, avec les matchs qui s'en viennent cette semaine, si ça va rester un sujet de discussion ou si, au contraire, ça aura été un point de bascule ultra positif pour les Anglais. C'était lunaire, là, Thomas Tuchel qui pète sa coche après le match, qui est quasiment en train de soigner le reporter. Et il est remonté comme un coucou. Puis après, Jude Bellingham qui répond quand on lui demande ouais, ton entraîneur trouve que vous auriez pu être meilleur, vous étiez pas top. Je sais pas comment il l'a paraphrasé, mais peu importe comment tu paraphrasais les commentaires de Tuchel, c'était pas mal bullseye, là, parce que c'était tellement tranchant. Puis t'as Bellingham qui répond whatever. Il a joué comme ça, non? Ouais, je sais, mais... Il n'a pas regardé ce qui se passait derrière lui. Il a fait whatever, mais moi, je pense que ça, dans 20 ans, ça peut devenir un moment d'anthologie. Là. S'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, tu as comme le coach qui a des exigences extraterrestres parce qu'il faisait 40 degrés là, à Miami, puis tu as le joueur qui se prend pas pour un 7-up flat puis qui dit hey, regarde, fais tes affaires, là. Nous autres, on sait ce qui se passe sur le terrain, puis on va arriver à coexister, mais si ça vire mal, ça va avoir été un moment d'anthologie aussi. Moi, j'avais ça, Amy, je sais pas, puis t'as joué au haut niveau, là. 17h, 5h de l'après-midi, Miami. Ah oui, pour des Anglais, là. 34, ben oui. Puis en plus, c'était pas Colombie, Ghana, là, des pays habitués au soleil. C'était Angleterre, Norvège. Le pire, ça aurait pu être Irlande, Vatican, ça aurait été le pire. Mais 34 degrés Celsius, à quel point ça a eu... À quel point, particulièrement pour la performance d'Angleterre, tu mets le filtre de température puis des conditions, toi. Ou au contraire, tu dis... C'est pas si grave, dans le fond. Mais je pense pour les deux, ça a joué. Ça a été un facteur. Mais les exigences de Tuchel, j'aime qu'est-ce que tu viens de dire, Oli. Puis j'aime aussi la façon que Bellingham y a répondu. Il a pensé à sa réponse, puis il a dit, mais c'est pas Tuchel qui vient d'affronter Holland, Odegaard, Nusa, et l'adversaire comme tel, dans les conditions que tu viens de mentionner. Fait que je pense le tempo du match, on a vu aussi le contrôle, c'est la Norvège qui l'avait, de plus en plus. Première demi, c'était plus équilibré. Deuxième demi, c'était plus la Norvège en contrôle du match. Fait que oui, je pense que les conditions ont joué, puis en point de vue du joueur, c'est très, très, très difficile. Dans ces conditions, tu sais, Floride, en sud, la Floride a joué beaucoup de fois de matchs contre les États-Unis, contre une équipe où on n'était pas les favoris, on n'était pas les... what's the word en français? Les favoris, oui. Ouais. Où il fallait travailler, c'était toujours minute 60. Si on était capable de se tenir, de se rendre à 1 heure, on savait qu'on avait une chance. Mais si tu joues dans des conditions de Floride avec l'humidité, puis c'est tellement difficile côté mental, mais le output physique que tu mets à ce point-là, c'est très, très, très difficile à gérer. Concrètement, c'est quoi qui devient le plus difficile? Tu parles du mental, souvent ça c'est ce qui finit par flancher parce que les jambes ne suivent plus, parce que tu cherches ton air. Je sais que c'est différent d'une joueuse à l'autre, mais toi, c'était quoi que tu trouvais le plus difficile? Des fois, c'était rentrant comme substitut. Moi, avec les 102 sélections que j'ai jouées avec l'équipe nationale, plus souvent, j'étais partante. Puis j'étais une joueuse qui poussait beaucoup, puis beaucoup de qu'est-ce qu'on faisait de façon tactique, défensivement, c'est clair, parce que si on attaquait, c'était est-ce qu'on peut viser Christine Sinclair en transition, puis les faire mal de ce point de vue-là. Mais en rentrant dans un jeu, dans un match où j'étais substitut, c'était très difficile, point de vue jambes, courir, de rentrer. Vite. Oui. Puis suivre le tempo tout de suite. Suivre le tempo de minute one. Rentrer dans le match, c'était très, très difficile. Juste te dire, parce que tu parlais de la conférence de Bellingham, il a dit « suffered », il a utilisé le mot « on a souffert », puis je pense qu'il avait raison, mais tu l'as vu, il souffre depuis le début de la compétition, Bellingham. Oui, puis t'arrives de l'altitude à Mexico City avant, là, puis t'as pas dormi la veille parce que les fans mexicains te dérangeaient à l'hôtel, mais juste pour faire du pouce là-dessus, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, le réflexe que t'as, c'est de dire « fais rentrer des jambes fraîches ». Mais si tes jambes fraîches rentrent, puis au bout de 5 minutes, ils se disent « Hey, je pompe déjà l'huile », parce que c'est vraiment difficile à expliquer quand tu l'as pas vécu.
Mais rentrer comme remplaçant, des fois, tu joues 10 minutes en fin de match, t'es mort, tu sors comme si t'avais joué 120 parce que t'étais tellement dans le tapis, t'as l'adrénaline qui est dans le tapis aussi, puis tu pousses comme tu pousserais jamais si tu commençais le match parce que tu te dis, faut que je me gère. Alors que là, t'es quasiment en train de faire un shift de 10 minutes au hockey. À un moment donné, tu peux plus. Puis ça, en termes de gestion, quand tu es dans des places comme Miami, là, ce sera plus le cas, mais ça devient intéressant. Les 2 demi-finales sont sous des stades couverts aussi. Il faut mentionner, c'est déjà mieux. Quoique la finale va être à New Jersey. Atlanta. Oui, exactement. La finale au New Jersey à 3 heures. L'autre affaire, c'est 3 heures pour accommoder le marché, entre autres européens. Puis juste pour préciser, parce que j'ai fait le match à Houston, à l'intérieur, là, c'est frais de chez frais. C'est pas juste que c'est couvert puis il n'y aura pas de pluie. Là. Je suis arrivé, moi, 3-4 heures avant le match. Je regrettais d'être en polo seulement. Fait que c'est vraiment, vraiment contrôlé. Après ça, tu fais rentrer 60, 70, 80 000 personnes dans un stade, ça chauffe, là, mais c'est vraiment, vraiment contrôlé. La perfo de la Norvège, là, la pause d'hydratation, la première, c'est un des premiers où il y a eu... non, c'est celui où il y a eu le plus de bascule, je pense, entre la Norvège pré-pause d'hydratation et la Norvège post-hydratation. Ils ont commencé à comprendre que l'Angleterre n'avait pas des jambes ou n'était pas là, puis ils ont commencé à presser. La mi-temps s'est jouée en 2 façons pour la Norvège aussi. Moi, je trouvais ça intéressant. Tu veux dire la première fois? La pause d'hydratation. Oui, je sais, mais c'était la première fois. Pas la première fois, la plus exacerbée, parce que on se demandait c'était quoi l'effet de la pause d'hydratation aussi. Non, mais attends, laisse-moi juste finir. Pour la Norvège ou dans le tournoi? Dans le tournoi. Oh non, écoute, c'est arrivé. Parce que, plus souvent? Pat Bernier me l'a fait remarquer. J'ai fait beaucoup de matchs avec lui, là, minimum 10 fois dans le tournoi. Tu sais, où il y a eu un avant, et un après. C'est fou comment les coachs ont vite été capables de faire des ajustements. Là, toi, dérive de 10 mètres à gauche quand il récupère le ballon, tu vas boucher un trou. C'est fou comment cette pause-là a changé tactiquement les matchs. Puis ça change la nature de la game, mais foncièrement, si on avait table rase, là, est-ce que ça devient intéressant, justement, que d'un 45 minutes, qu'il y ait des ajustements comme ça? Toi qui l'as joué, là, pour ou contre la pause d'hydratation? On est tous un peu contre. J'ai haï la pause d'hydratation. Mais pour l'effet tactique, non plus? Non, tu veux que les solutions soient trouvées sur le terrain? Oui, absolument. Je pense que c'est en revenant à Footy Prime, je vais me promote sur votre podcast à vous. Il y avait Jamie Brennan qui a parlé de ça, de gérer, on la garde quand les conditions le demandent, mais c'est un membre de staff indépendant qui amène les gourdes au centre ou des places comme démarquées ou comme c'est prévu, puis t'es pas proche de ton coach. Il y a pas de tactique. Non. Puis je suis d'accord, parce que on voit de plus en plus, comme qu'est-ce que Patrice vient de mentionner, c'est vrai. Tu le vois dans les matchs, tu vois, tu sais, le graph momentum, tu vois que ça joue sur... Ça influence les matchs. Mais toi, avec ta calligraphie, Fred, qui est exceptionnelle, tu aurais juste à écrire sur les gourdes. C'est juste des petits messages comme ça. Ben oui, même mais non! Le gars indépendant d'équipement, là. Tu sais que c'est un problème dans ma famille, c'est ma calligraphie. Ah oui, pas vrai. Parce que ma blonde n'arrête pas de dire que les professeurs... Non, les professeurs comprennent rien à ce que j'écrive, puis ainsi de suite. T'écris tout le temps par courriel, en plus. Tu fais vraiment des fautes. Non, j'écris dans l'agenda de l'héritier. Bonjour, voilà, j'écris pas souvent, là, mais des fois, quand j'écris. Elle dit que c'est un problème, mais bon. T'aurais dû être docteur. Je pense que oui. Ouais. Mais je suis un peu docteur. Oh. D'ailleurs, j'ai les universités qui nous écoutent. Je comprends pas que je suis pas encore doctorant aux universités. Juste pour justement, tu parlais pourquoi je suis big. Mon bagage personnel, professionnel devrait m'offrir un doctorat, je pense. OK, d'un 4, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, écoute, on disait des 4 négligés, c'est-à-dire dans les quarts de finale, c'est-à-dire la Norvège, la Suisse, la Belgique puis le Maroc. Laquelle, parce que la semaine dernière, je trouvais qu'on avait un bon pic. Moi, j'ai choisi le Maroc comme étant la nation qui pouvait créer la plus grande surprise. Olivier avait la Belgique, puis Pat Leduc était là, puis a pris la Suisse. Laquelle des équipes a été la plus proche de créer la surprise de ces 4-là, pour vous? Moi, je pense que c'est la Suisse. Ouais. Moi aussi, j'avais choisi la Suisse. Mais parce que si Mbolo se fait pas expulser, c'est pas le même match, là. Ils ont eu de la misère à passer à travers. À 10. Là, tu me diras que peut-être que tu te mets à stationner l'autobus, mais t'es quand même une équipe qui devrait avoir les ressources pour passer à travers ça. Les Belges ont pas existé. Moi, je l'ai face à une équipe de France qui était juste... Ils ont quand même réussi à compter contre Simone. Tu parles des Marocains? Non, face à l'Espagne, excuse-moi. Ah, OK. Ils n'ont pas... tu réussis à marquer...
mais j'ai pas vu le... Dans le fond, moi, ma théorie, c'était ils se sont finalement réveillés. Puis là, peut-être que si Youri Tielemans se blesse pas dans l'échauffement, là, il te restait quoi? Tielemans, out. Onana, out pour le tournoi déjà auparavant. T'as Kevin De Bruyne qui est pas capable d'aller jusqu'au bout. Tu peux pas, dans un tournoi avec autant de matchs, dans un tournoi avec cette chaleur-là aussi en comparaison avec le Qatar, ça t'a privé du jump que je pensais que tu aurais après avoir battu les Américains. Il y avait le outlet avec Doku, qu'on n'avait pas vu contre... était reposé contre les États-Unis. Ouais. Puis il a très bien fait. Je trouvais, c'est plus souvent ou non, c'était celui qu'on cherchait pour sortir la pression. Mais tu as raison. Tu avais Lukaku, mais... Tu avais De Bruyne, mais ça manquait des gens, même malgré le fait, il était reposé. Mais de Ketelaar, c'est quelque chose. C'est un bright spot qu'on n'a pas vu avant. Puis moi, j'avais pas des attentes pour lui. La façon, je pense que j'avais des attentes tant que ça pour lui non plus. Non, mais Trossard, il a très bien fait durant le tournoi. Il en créant des chances pour être dangereux côté de Belgique. Mais je suis d'accord avec toi, c'était pas les Belges, mais j'avais des grandes attentes pour la Suisse, puis il était très, très proche. Si Embolo ne se fait pas expulser, je pense que c'est leur match. Parce que tu avais vu l'Argentine passe par la peau des dents versus Cabo Verde. Ensuite, Égypte. Peut-être le plus beau but qui n'a pas compté contre l'Égypte, la course dans le couloir à droite. Fait moi, je pensais, l'Argentine sont prévisibles d'une certaine manière. C'est sûr qu'ils ont Messi, ils ont Enzo Fernandez, c'est service de... Lisandro derrière, McAllister qui compte, c'est sûr qu'ils ont des menaces en attaque, mais ils sont très centrales. C'est qu'est-ce qui se passe dans les couloirs, puis je pense avec Granit Xhaka qui, pull the strings, c'est lui qui gérait tout en milieu de terrain. Puis en parlant du momentum, il l'avait jusqu'à temps que Embolo se fait expulser. Non, puis il y a un doute par rapport à l'Argentine, mais justement, OK, par rapport à cette expulsion d'Embolo, OK, ma suggestion... On pourrait le mettre attends, parce que j'en ai une aussi. Tu prends, Jimmy, on pourrait rajouter ça à son livre aussi de suggestions. Tu as un autre conseil indépendant qui va se mêler de ça? Vas-y. La VAR, là, ça a bien marché au début en MLS parce que c'était pour 3 affaires. Penalty, carton rouge, puis but. Là, mistaken identity, là. On peut-tu mettre ça sur le côté? Moi, je suis absolument 100% en désaccord avec toi. Mais on l'avait vu avec les États-Unis. Avec Tim Ream et Almiron? Oui. Si Tim Ream a le jaune, là, on s'en fout? Ben non, tu t'en fous pas parce qu'il peut être suspendu après, plus tard dans la compétition. Tim Ream va rater un match de 16e de finale parce que l'autre s'est garoché à terre. Absolument pas. Zéro. Puis moi, tu sais quoi? Tu vas capoter parce que moi, je vais te rajouter une couche. Là où je trouve ça injuste, pour, à la limite, Embolo, même s'il mérite pour moi de se faire expulser. Écoute, tu simules à 45 mètres du but adverse face au banc. Qu'est-ce que tu fais là? Puis t'es déjà sur un carton jaune. Premièrement, on vous a pas expliqué les nouveaux règlements comme il faut, parce que sinon, tu devrais savoir que s'il donne un carton jaune à l'autre gars, il se trompe, il voit que t'as clairement simulé, t'étais même pas proche de te faire toucher, c'est toi qui plonges une demi-seconde, si c'est pas une seconde et demie, avant que le gars vienne te toucher, tu laisses traîner un pied pour berner qui? Là? Elle existe, la reprise vidéo. La seule chose que je trouve pas juste là-dedans, c'est que si l'arbitre donne pas un carton jaune à Paredes, non. Vas-y, OK. S'il donne pas un carton jaune à Paredes, Embolo se fait pas expulser. Ça, pour moi, c'est l'état d'esprit, à mon sens, devrait être on veut enrayer la simulation. Parce que c'est ça que tu veux faire. Quand tu dis le mistaken identity, c'est pas ce qu'on avait compris au début du tournoi. On pensait te donner le carton jaune par inadvertance au mauvais gars. C'est pas t'as fait une erreur manifeste, puis là, on la renverse dans une phase de jeu, pour moi, là, qui mérite d'être renversée. Embolo, tu mérites ton deuxième carton jaune puis te faire expulser. La seule chose que je trouve pas correcte, c'est que si l'arbitre décide de juste donner une faute, Embolo reste sur le terrain. Mais là, c'est contre-productif. Ce que tu veux, c'est que ces gars-là se fassent sanctionner pour qu'il n'y en ait plus nulle part dans la surface sur le terrain, comme dans la surface de réparation, où il n'y en a plus de la simulation. Parce que les gars le savent, si tu t'es pas fait toucher puis tu te garoches à terre, ils vont aller à la reprise vidéo parce que ça fait partie des quelques séquences dont tu parlais tantôt. Moi, j'ajouterais
là-dedans, puis tu seras certainement pas d'accord, j'ajouterais un challenge pour être capable, à un moment où tu vois que quelqu'un a simulé, où là, tu as le droit de dire « C'était clairement une simulation, sanctionne ». Puis moi, tu sais quoi, j'ai pas de problème là-dessus parce que les gars vont juste... Et les filles, même si ça arrive pas mal moins au soccer, pour pas dire pas au soccer, c'est clair, ils vont juste arrêter partout sur le terrain. C'était d'un ridicule hallucinant. Mbolo, qu'est-ce que tu fais là à te garrocher à terre comme ça? Moi, je suis d'accord avec son expulsion, même si j'aurais aimé ça le voir sur le terrain plus longtemps. Tu l'as mérité, t'as couru après. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Veux-tu y aller? Je trouve que c'est harsh. C'est la façon que Mbolo est expulsé, mais... Je suis d'accord avec Oli. Il faut reconnaître où est-ce que tu es dans le match. C'est le game state. L'état du match, tu es au milieu du terrain, devant les bancs. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi avoir ou faire une simulation là-dessus? Moi, je veux l'enlever du jeu, carrément. Alors oui, c'est harsh. Puis le jeu change sûrement si lui, il reste sur le terrain. 100%. 100%. C'est peut-être le match pour. Oui, c'est le match de Suisse. Non, ils l'ont perdu là, moi, je pense. Oui, absolument. Puis c'est un gros statement, là, mais ils l'ont perdu là. Moi, je suis un romantique, OK? Vous le savez. Je suis pas nécessairement pro-VAR. Je trouve qu'il y en a juste assez de la VAR avec les 3 piliers dont je t'ai parlé. C'est pour ça que j'ai parlé de la MLS. Il y en a juste assez, puis tu parles dans la surface de réparation, parce que là, ça offre une zone grise aussi à un moment donné. Il n'y a pas de zone grise. Est-ce que Elliot Anderson, la faute face à Alan, là, est-ce que c'est de la simulation? Vraiment difficile à dire, puis vraiment difficile. Non, mais attends, t'es capable de faire la différence entre ça. C'était-tu difficile à dire, Mbolo? Non. Non, mais en même temps, c'est au milieu du terrain, puis lui, tu dis, il veut pas chercher le carton, il va chercher le ballon. Ça arrive, puis avec les reprises, on le trouve niaiseux dans le monde entier, sauf sur le terrain. Ça dénature un peu. Sur le terrain aussi. Y a-tu un problème de simulation cette année à la Coupe du Monde? Ben non, parce que t'as de la VAR. Je pense pas, parce que tu as dit au début, il n'avait pas compris. Je pense que personne n'avait compris le mistaken identity avant. Ben oui, on avait compris au premier match des États-unis. C'est là que tout le monde a catché. Mais Mbolo regardait peut-être pas. Mais justement, c'est ça que je te dis. J'ai commencé tantôt en disant il connaît pas les nouveaux règlements. Puis t'en as eu plein des problèmes de simulation dans ce tournoi-là. Mais pourquoi ils n'ont pas été mis en lumière? Parce qu'il n'y a pas eu de carton jaune. S'il y avait eu un carton jaune pour le gars qui était jugé coupable d'une faute, on serait allé à la reprise vidéo, puis là, il y aurait eu un carton jaune pour simulation. Mais on est passé à la reprise, puis on est passé à autre chose. Mais il y en a eu plein d'autres. C'est pour ça que je te dis que si tu avais l'opportunité d'avoir un challenge, là, tu te dis, Messi, là, je dis n'importe quoi, Messi, deuxième minute du match, là, il fake, il simule. Sans ton challenge, puis là, tu joues avec un carton jaune. Tu le refais une autre fois, ben tu vas te faire expulser. Fie-toi sur moi, il va y penser 2 fois quand il va arriver en tir offensif autour de la surface de réparation. Moi, je pense que si tu vas aller au bout de ta logique, le seul problème, c'est que la logique de la FIFA, je suis pas toujours certain c'est quoi. Envoyez-nous vos commentaires pour ou contre plus le VAR, pour ou contre ma proposition aussi d'enlever mistaken identity. Aimez-vous ça, ce 4e pilier-là de la VAR? Vous pouvez le mettre sur YouTube, vous pouvez le mettre sur nos médias sociaux. On n'a pas fini d'en parler. Une autre théorie que je vais tester, puis tu sauras me le dire parce que tu as fait les matchs au début beaucoup. J'ai dit, le terrain nous parle dès le départ. C'est-à-dire que dès les premiers matchs, on était capable de dire c'est qui le top 3, puis c'est qui va aller jusqu'au bout. C'est parce que ça venait du fait que les 2 derniers Euros, à chaque fois que je les ai faits, je les ai commentés, au départ, c'était l'Italie qui jouait mieux, mais elle n'était pas favorite, mais l'Italie était jusqu'au bout. Même chose pour l'Espagne. C'était comme clair, mais on n'a pas voulu le voir. Est-ce que, là, j'avais, moi, Angleterre, Argentine, France. Est-ce que le terrain nous parle à ce point-là? Est-ce que les meilleures équipes est-ce que ce sont les 4 meilleures équipes qui sont dans le dernier carré d'as de cette Coupe du Monde-là pour toi? Est-ce que c'est les meilleurs des meilleurs qui, depuis le début, sont là? Depuis le début, non. Certainement pas avec l'Espagne. Mm-hmm. Mais c'est une équipe, ils ont gagné l'Euro. On sait que c'est une équipe de tournoi qui vont éventuellement... le jeu en équipe, ça va être en croissance. Ils vont s'améliorer avec chaque match. Puis dans les moments importants, c'est les Marino qui vont se pointer le nez, qui vont être là pour donner le moment, qui vont les permettre de passer, mais pas depuis le début. La France, oui.
Je vais te dire la France de A à Z. Oui. Non, de la deuxième mi-temps à Z. Oui. La deuxième mi-temps face au Sénégal à Z. T'as raison. Parce que c'est pour ça qu'il était dans le top 3. Mais cette deuxième mi-temps-là... Troisième dans mon top 3. Hors concours. Ouais. Mais attends une minute, juste pour l'Espagne avant, là. Yeah. C'est parce que moi, je suis en vacances, OK? Fait que je les écoutais en vacances. Je comprends un peu ce que vous dites par rapport à l'Espagne. Tout le monde est un peu... reste sur sa faim par rapport... Qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce que de l'extérieur, avec caché derrière McCalsberg, ils sont ce qu'ils sont. Ils manquent de tranchants, peut-être. Ils manquent de superbe, mais ils sont... Ils fait partie des 2 meilleures nations au monde, là, moi, à mon avis, non? Qu'est-ce que vous leur reprochez à l'Espagne? Qu'est-ce qui est pas assez? Moi, je leur reproche rien. Je pense que tout le monde se dit ils vont finir par frapper ce match-là où tu as besoin d'un Haaland, d'un Kane, d'un Bellingham, d'un Messi, d'un Mbappé. Ben, Lamine Yamal, il n'a pas été ça. 100%. Non, mais ils ont besoin d'un... Ce que tu dis, ils ont besoin d'un talent hors norme. Oui, mais il l'a pas été jusqu'ici. Okay. Fait que tu te dis, le moment où tu vas en avoir besoin, là, c'est Joaquin Seiss qui est rentré comme remplaçant, comme défenseur latéral gauche contre l'Espagne au dernier match. Puis il a tenu Yamal. Qui a tenu Mbappé? Qui a tenu Bellingham? Kane? Il y a personne. Qui a tenu Messi? Ce qui a tenu Messi, c'est trop de minutes de jeu. Puis là, tu peux pas dire la défense anglaise? Ouais, peut-être le 2 contre 1, c'est Stones qui l'a tenu. Ouais, mais justement, tu joues contre l'Angleterre. Ce que je te dis, c'est que ce match-là, c'est ça mon point là, avec l'Espagne. Tu te dis, tu vas te tourner vers qui? Mikel Merino va marquer un but vainqueur avec 12 secondes à jouer pour un troisième match de suite? Ben, peut-être, mais je pense que c'est ça le doute. Là où je te rejoins, par contre, c'est que au final, les autres, ils disent, ouais, mais t'as-tu vu notre fiche? On a encaissé un but, on marque tout le temps, on gagne tout le temps. Il est où le problème? C'est comme si on s'est fait... Moi, c'est ça ma réflexion. Oui, mais c'est là le crunch. Là. C'est là où tu vas savoir. Puis moi, ce que j'adore des Espagnols, c'est qu'ils vivent et ils sont prêts à mourir avec ces principes-là. Ils ont été champions de l'Euro il y a 2 ans. Mm-hmm. Là, la seule affaire je serais curieux de savoir, si tu en avais un attaquant là, de pointe, là, genre hors norme, chose que les Espagnols n'ont pas, tu le voudrais-tu? Ou est-ce que ça irait contre tes principes ou contre ta méthodologie, ta conception du ballon? Puis ça serait une discussion philosophique super intéressante. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a les breaks un peu sur l'équipe espagnole. Même chose pour l'Espagne? Es-tu ces breaks ou... Pardon? Es-tu mi-figue, mi-raisin par rapport à l'Espagne? Les vois-tu... Ils peuvent-tu gagner la Coupe du Monde? Oui, je pense qu'ils sont capables, mais je pense que c'est la France qui vont les battre. Puis je pense que c'est la qualité à l'attaque qui va faire la différence. Comme tu dis, ils ont des game breakers, il y en a 4 sur la ligne d'attaque, la France. Mais je suis d'accord avec toi que si tu as une personnalité, tu as un caractère, tu as un joueur vraiment important qui amène, the gravitational pull, tout le monde regarde ce joueur-là pour faire la différence. Peut-être ça débalance un petit peu la façon qu'ils vont jouer. Mais on a vu Porro, Yamar, dernier match, combinaison, triangulation, des triangles sur le côté droit, ça commence à influencer un petit peu. C'est mieux. T'as aussi le dynamisme de Cucurella à gauche. Alors, ça va jouer beaucoup pour voir qui vont dominer dans les flancs. Mais pour moi, c'est le milieu de terrain. On avait vu Pedri sur le banc, Ruiz préféré. Ça amène un petit peu plus de punch, de mobilité, parce que Rodri, avec toute sa qualité, toute sa technique, toute sa vision, il est lent. Fait que, tu sais, si on voit Rabiot, on a Kone, on avait vu Zaire Emery rentrer comme substitut. Je pense que la balance du match, I know, ridiculous, right? Chouamini est blessé. Non, ça n'a pas rapport. Pour moi, je le voyais avoir plus de minutes, même avec la façon qu'ils ont changé le terrain, mais c'est ça. Je pense que le match va se gagner au milieu. Zaire Emery rentre d'ailleurs dans le tapis aussi. Il y a 10 minutes à faire, puis il veut vraiment montrer qu'il est ça n'a aucun sens. Mais juste pour conclure là-dessus, ayant dit tout ça, si Lamine Yamal sort le match d'une vie puis passe en finale, élimine la France,
Là, oublie ça. Là. Lui, il devient... Puis ça peut se passer sur un match. Moi, je suis pas le plus grand fan en ce moment de sa Coupe du Monde. Je trouve que c'est intéressant par flash, mais il n'y a pas... Il est arrivé blessé, par contre. Oui, du moins, fin d'une blessure, puis là, il monte. T'as raison. Le premier 90 minutes complet qu'il a joué, c'était en huitième de finale. Donc, t'es peut-être en train de le gérer, mais c'est pour ça que je te dis, là, t'es peut-être en train d'écrire ta très jeune, mais très importante légende. Si tu fais un match hors norme là, puis que tu arrives à les éliminer, tu marques un doublé ou tu offres une coupe de passes décisive. Mais ça va être une méga surprise parce que les Français, c'est un cheat code. Là. Ça part Ce qui nous amène à notre segment mise au jeu. Oui. On n'avait pas parlé de lycée. Oui, c'est ça. Exactement. Ce que ça est mise au jeu, ce sont nos nouveaux amis, d'ailleurs, depuis la Coupe du Monde. On trippe dessus. Il faut dire aussi qu'il faut... Carlsberg et nos amis depuis le début aussi, alors il faut... c'est genre les amis. C'est les amis des amis, OK. Au party. Donc, on va y aller avec des cotes, puis il va falloir que tu fasses ta prédiction pour ces demi-finales-là. On va y aller pour gagnant du match à 3 issues, d'accord? Okay. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un gagnant ou un match nul, en fait, qui s'en va en prolongation au tir au but aussi. Espagne-France, c'est la France qui est favorite. Pas largement, 2,25 la cote sur... Ça, c'est gagnant du match à 3 issues. 2,95 pour l'Espagne. On est tous d'accord que c'est la France aussi. Oui, mais c'est plus serré que je pensais, ça. Oui. Mm-hmm. Toi, tu vois la France bien devant. En même temps, on voit tous la France. Je sais pas pourquoi je te pose la question. On voit toute la France bien devant. Oui, mais en même temps, il y a du monde qui connaissent leurs affaires là, en faisant des cotes. Ça montre que peut-être qu'on prend ce détachement-là puis on regarde ce que l'Espagne a vraiment à offrir puis tu te dis, ils sont capables. Parce que la clé pour l'Espagne, là, c'est 2 choses. Faut que tu gardes le ballon parce que si tu le donnes aux Français, t'es mort. Puis à la perte du ballon, il faut que tu sois impeccable, sinon t'es mort x 10. Parce que là, ils vont partir en transition. Mm-hmm. Fait que faut que tu tues les Français à l'usure. En n'ayant pas le ballon, en se frustrant, en sortant de leur match puis en se disant on commence à manquer de temps. Si t'arrives pas à faire ça, moi je le vois pas les Espagnols passer au prochain tour. Parce que la dernière Coupe du Monde, c'est le dernier moment de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Je vais demander cette question-là pour la dernière fois, je pense, de ma vie. Mais est-ce qu'ils sont trop professionnels? Pas cette année. Pas assez spectaculaires. Ben, ils sont spectaculaires, mais il me semble que encore derrière ma Carlsberg, au bar, est-ce que t'aurais aimé un peu plus de romantisme, un peu plus de folie? Parce qu'ils sont tellement méthodiques, ils sont tellement structurés, incisif. Je sais pas, je manque d'adjectifs. Est-ce qu'il manque un peu de folie? Dominant, ouais. Ou il y en a assez de folie? Oui? Je pense qu'il y en a assez avec l'arbitrage, avec la VAR. Oui. J'aime que ça soit un petit peu prévisible avec... Ils vont aller rencontrer et aller au-delà de nos attentes pour eux, puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir en termes de... la folie, c'est entière offensif. Right? La passe de Olysée dans la phase de groupe à Mbappé, qui n'a même pas à toucher, il prend sur one time, première touche, puis il le met dans le but. C'est que ce soit Doué, Barcola, ou c'est Mbappé, c'est Dembélé, c'est Olysée, c'est incroyable. Mais au dernier match, là, puis je pense que la séquence était hors jeu au final. C'est Olysée qui fait un 2 touches. Il regarde Mbappé qui est juste en avant de lui, mais il est embêté par un défenseur. Il fait à pleine vitesse, là, intérieur du gauche, intérieur du droit, puis ça le met d'un pied de Mbappé. C'est juste que... La reprise était excellente parce que la caméra était presque devant. Tout à fait. Tu sais, il y en a eu des flashs comme ça. Les buts qui ont marqué, là, c'était des buts avec du panache. Je pense que, tu sais, tu regarderais les matchs au complet de 98, là, puis Zidane, on se rappelle d'une couple de trucs, là, mais tu ferais, ouais, c'est OK, là, c'était pas... Non. Moi, tu me connais, je regarde des vieux matchs. Le quart de finale en 2002 face au Brésil... Non, Zidane, mais tu me parles d'un parce que non, mais tu me dis ça parce que mon fils me disait. Ouais, mais tu penses que Mbappé il est pas hors norme? Tu penses qu'il est pas hors norme? Non. On parle de l'excellence. C'est ça que je te dis. Puis l'autre affaire, moi, tu parles de Didier Deschamps, ça fait 14 ans qu'il est à la barre, pas d'une équipe nationale, là, de l'équipe de France. Hey, ce que ça prend comme renouvellement, que... Tu sais, on dit là, que des fois, au bout d'1 an et demi, surtout dans l'ère moderne, puis à Montréal, on va tirer sa couverte du CF Montréal pendant 2 secondes, le message passe plus. Le message est, c'est effrité. Puis
14 ans de messages. Je comprends qu'il n'y a pas les gars au quotidien, mais as-tu vu les personnalités qui sont passées à travers ce vestiaire-là? Puis là, il a été capable d'avoir une équipe qui était... Hey, on s'est plaint là, d'une Coupe du Monde gagnée, puis Giroud qui faisait rien en avant, mais qui était tout le temps là. Là, tu as le contraire. Tu as un paquet de gars qui explosent, qui partent dans tous les sens. C'est le même gars qui est en charge de la sélection. C'est phénoménal ce que tu as réussi à faire. Puis juste pour finir, l'autre affaire pour laquelle je pense qu'on ne donne pas assez de crédit à la France, ils ont-tu brassé les Marocains un peu? Mm-hmm. Physiquement, là, c'est des monstres. Non, mais ils sont tous gros, grands, forts, bons. Cheat code. Non, cheat code. D'ailleurs, en même temps, inversement, on parle de Lamine Yamal depuis le début, il est face à Lucas Digne. Hein. Si dans cette constellation de vedettes, d'étoiles de la France, Lucas Digne, c'est la petite étoile dans une galaxie un peu plus lointaine. Est-ce que ça... Parce que là, est-ce que ça, c'est une des clés du match ou il y a moyen de compenser parce que devant, il y a Koné qui va sûrement dériver aussi un peu plus s'il y a besoin. Il va avoir de l'aide, c'est ça. Saliba aussi de son côté, fait que c'est pas... Ben, est-ce que c'est un duel qu'il faut regarder, Digne puis Yamal, d'après vous? Oui, certainement, parce que je pense qu'on avait parlé un petit peu. Yamal, il est vraiment proche de son 100%. Il est proche à arriver à le moment décisif final. On l'a vu toujours sur la patte gauche, puis il a juste manqué de près. De compter, à frapper le poteau à l'extérieur. Fait que très proche, c'est à réaliser, à capitaliser sur toutes ces opportunités-là. Fait qu'il est proche. Fait que je pense qu'il va être... he's going to be under pressure. Il va être sous pression, Digne, certainement, avec Yamal, devant lui. Assurément, mais puis t'imagines qu'un gars de 19 ans... à cette Coupe du Monde-là, c'est la Coupe des extrêmes au niveau des âges aussi. C'est des gars de 19 ans, c'est des gars de 39 ans qui sont hallucinants. C'est même, on parlait de Bellingham depuis tout à l'heure, il y a 23 ans, la dernière fois que j'ai regardé. Hallucinant. OK. Toujours en mise au jeu. Prenez-vous Argentine, ça c'est plus proche un et l'autre. Amy, prends-tu puis si les gagnants du match à 3 issues, l'Argentine est à 2,80, puis l'Angleterre est à 2,45. L'Angleterre est favorite. Est-ce que tu prends quand même l'Angleterre, toi? Oui. Ouais? Oui. Parce que moi, je pensais, j'avais dit Cabo Verde, là, tu passes par la peau des dents versus l'Égypte. Je pensais que, l'intangible de gagner ça pour Messi, d'avoir, la puissance pour passer juste à la fin, avoir le moment. On avait le but de Julian Alvarez, holy moly. Fait qu'ils ont la qualité pour le faire, mais je pense que vous avez eu vos chances, là. Vous allez rencontrer un adversaire comme l'Angleterre qui n'ont pas encore réussi. On avait parlé de Tuchel, parlait de la qualité sur le terrain. La mentalité était bonne, mais la qualité puis le soccer qu'on jouait, il n'était pas acceptable, on va dire, entre guillemets. Ouais. Là, ils vont jouer un match plus compréhensif. Puis je pense que c'est l'Argentine qui vont souffrir. Ça parle de mon classement du karma. Ils ont un mauvais karma. Mais à un moment donné, ça va leur revenir d'en face, l'Argentine. Hey, je vais juste dire, par contre, dans ce match-là, les gens l'ont sûrement vu, mais moi, j'ai découvert un gars que j'avais pas vu des tonnes. Elliot Anderson. Fudge. Puis, au dernier match, ils ont sorti Declan Rice, là, puis Declan Rice fait marcher, à mon avis, l'Angleterre. Elliot Anderson, mon gars. C'est quoi, c'est 120 millions que Manchester City a payé? Ou dans ces eaux-là? Oui, durant le tournoi. Plus même. Je sais pas, ils ont payé une tonne de cash. Oui, c'était deux futurs coéquipiers qui se brassaient dans la boîte. Ouais. En plus. Oui, c'est ça. Ben oui, Alan, j'espère qu'il va rire de lui en arrivant. Écoute, il est quand même allé chercher la faute, Elliot Anderson, face à Alan. Angleterre, Argentine? Angleterre. Ah ouais? Angleterre. Moi, à un moment donné, tu peux pas passer constamment à l'arracher comme ça puis pas laisser des plumes. Regarde Messi. Messi, il pompe l'huile. C'est compliqué. En même temps, les Anglais, ils ont fini les 2 derniers matchs. C'est rotule. Mais c'est une équipe au complet. C'est une équipe de jeunes, peut-être plus jeunes. La seule affaire qui me rassurerait si j'étais argentin, c'est le fait que là, tu as des gars qui ont marqué outre Messi. T'sais, le but d'Alvarez, il en avait marqué 4 au Qatar. Il était même pas proche d'en marquer un jusqu'ici dans ce tournoi-là. Puis il te sort un bijou phénoménal. Nous, on était sur le panel, puis j'avais Laurent Simon à côté de moi qui arrêtait pas de dire « Tu peux-tu rentrer dans la surface de réparation un peu, s'il te plaît? T'arrêtes pas de courir, mais t'es un attaquant. Qu'est-ce que tu fais à droite? Qu'est-ce que tu fais à gauche? Qu'est-ce que tu fais à 35 mètres des buts à essayer de dicter le tempo de la rencontre au milieu? » Puis là, il te sort une frappe comme ça de l'extérieur de la surface. Moi, ce serait le côté un peu rassurant.
Mais puis il n'a pas fait de changement. Hein? Aucun changement, si je me souviens bien, des huitièmes de finale au quart de finale. Là, as-tu le luxe de ne pas en faire encore? Ou est-ce qu'au contraire, t'en fais, mais là, tu brises, entre guillemets, l'équilibre que tu pensais avoir? Moi, je vois les Anglais passer au prochain tour. Je vois. France-Angleterre en finale, donc, d'après vous. Moi, je veux jamais... c'est ma prédiction aussi, mais j'aime pas ça amener l'héritier dans le podcast, mais depuis les huitièmes de finale, mon fils... Il a dit quoi, lui? A tout bon. Je te jure, a prédit tous les matchs bons, non-stop. Avec le score? En quart de finale, il y a 2 scores sur 4. Quand même. 50% des scores. Qui dit mieux? Il a prédit un France-Argentine. France-Argentine? Oh. Ouais. Mais ça, ce match-là, là, ça va être... Parce qu'il y a, j'allais dire des intangibles majeurs dans le match Angleterre-Argentine. Là, j'étais en train de préparer l'avant-match pour RDS là, ce matin. Les gens savent pas c'est quoi les Malouines. Puis là, on va parler de la guerre des Malouines, puis ramener l'Angleterre, l'Argentine, la main de Dieu. Lionel Messi a jamais joué. Mais c'était la caméra Norvège-Angleterre, ça, c'était ça, la main de Dieu. Ben ouais, c'est ça. Dieu, c'est le cash maintenant, vous savez, on est rendu là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a tout ça qui va être ressorti. Maintenant, est-ce que ça va rester dans les estrades, dans les médias, ou est-ce que ça va se retrouver sur le terrain? Moi, je suis pas sûr que c'est des gars, même si t'es à 3, si c'est pas 4 générations de joueurs de ceux qui ont vraiment été touchés par ces moments-là, la main de Dieu en 86, mais tu t'es tellement fait raconter ces histoires-là toute ta vie, comme Anglais, comme Argentin, et comme joueur anglais-argentin. Ça, est-ce que ça fait déraper le match? Puis là, si le match dérape, c'est à la faveur de qui? Moi, je pense qu'en termes de bataille, puis être un peu street smart, je pense que les Argentins vont être meilleurs que les Anglais. Mais en même temps, si ça devient une bataille où ça s'ouvre, là, je pense que ça favorise peut-être un peu plus les Anglais. Parce que si ça s'ouvre, les Argentins vont avoir de la difficulté. Là. Tu parlais de l'heure de jeu tantôt. Tu vas arriver à 1h, puis tu te dis... Si c'est serré, on fait quoi? On change les gars tout de suite? On attend plus tard parce qu'il y a une prolongation qui s'en vient? Je pense que ça devient plus compliqué pour les Argentins. On attend jusqu'à la pause d'hydratation. La pause fraîcheur. C'est moi, oui, les Français disent pause fraîcheur. C'est moi où ils n'ont pas beaucoup parlé. Cole Palmer puis Phil Foden, c'est pas revenu. Même Trent Alexander-Arnold aussi. Pas revenu parce qu'ils sont en demi-finale. Non, je sais. Moi, mais au dernier match, à la maison, le côté droit est un peu flat pour les Anglais aussi. En tout cas, Madueke, je pense pas que c'était la bonne décision de tout court. Il y avait des personnes qui jasaient du fait que Saka, lui, n'était pas à 100% fitness. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé le match. Mais pour moi, c'était une erreur, Madueke. C'est clair qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Souvent, il y avait deux joueurs sur lui, mais c'était pas la solution à droite. Ça ne vivait pas beaucoup à droite. En tout cas, bref, je suis surpris parce que peut-être que je les consomme pas de la même manière que les Anglais, mais je me disais, ça va revenir. Les hantés, à un moment donné, des Phil Foden, Trent Alexander-Arnold puis Cole Palmer, c'est des staples, c'est des noms trop forts pour pas que ça revienne. Mais on parle pas d'eux parce qu'on a du succès. On a finalement des gars comme Kane puis Jude Bellingham, c'est des doublés back-to-back. C'est le premier depuis Maradona en 86. Ah ouais? C'est compté dans le knockouts. Ouais. Premier joueur à compter un doublé back-to-back. Je savais pas ça. Oui, depuis le gars qui est responsable pour la Hand of God. Fait qu'on revient au même. C'est peut-être ça. Tout est dans tout. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai vu une stat, c'est Bellingham, justement, qu'il y a 12 buts en sélection, 11 dans des tournois majeurs. Aussi, oui, il fait juste marquer à ce moment-là. Ça amène-moi pas pour les matchs amicaux. Là. Laisse faire. En tout cas, bon. Puis une défense qui a réussi à freiner le output, la production de Erling Haaland. Oui. Excusez-moi. Vous auriez, juste en autre parenthèse de vie privée, là, mais Sorlotte puis Alan en 2 contre 1, vous auriez dû nous entendre à la maison crier. Hey, tu sais quoi, Sorlotte, ça a été 100% l'inverse de l'Argentine au complet avec Messi. Tu sais, l'Argentine, là, t'as l'impression qu'un gars serait en échappé, Messi il est au rond central, il va se retourner, voir, peut-être que du rond central, il serait mieux placé que moi, puis il cherche. Lui, ça a été le contraire. À quoi tu penses de pas le donner à Alan? À quoi? C'est un 2 contre 1, là. T'as travaillé ça à l'entraînement entre 1000 puis 1 million de fois. Qu'est-ce que tu fais?
Yeah. OK. Demi-finale, joueur clé, justement, on en parle depuis tout à l'heure, il y a des noms qui sortent, là. Si on va finir peut-être là-dessus, s'il y a un joueur qui va écrire cette demi-finale-là ou qui va faire la différence dans ces demi-finales, s'il y a un joueur qu'il faut surveiller mardi ou mercredi, les 2 matchs d'ailleurs sont à 15h. Amy, il y a un joueur. C'est difficile parce que cette Coupe du Monde-là, c'est les stars qui ont arrivé dès le début, qui ont sorti. On voit la compétition pour le Golden Boot, c'est toutes les stars. On avait des grandes attentes, puis ils sont arrivés. Fait qu'Amy va dire Aymeric Laporte. John Stones. Non, c'est pas vrai. Ou un gardien de but. C'est peut-être ça qui va faire la différence. Probablement. Pas Martinez, s'il vous plaît. Ah non, ouais. Juste... Non. Jude Bellingham. Bon, fait que je reviens à ça dans 2 secondes parce que je suis 100% d'accord avec toi, mais j'ai une question pour vous. Combien de temps, après avoir pris sa retraite, un joueur de soccer, rendu ex-joueur de soccer, a le droit de continuer à faire des affaires comme ça avec ses cheveux? Tu parles de qui, là? Mais je te parle de Martinez. Pourquoi que tu me regardes? Non, mais combien de temps? Même Arturo Vidal, là. Mettons, tu prends ta retraite, puis t'as tout le temps ton... Non, j'ai quand aucun ta problème. retraite, c'est fini. Mais tu peux pas faire un drapeau. Si t'es en haut de 38... non, quand t'as passé 40 ans, si tu te fais un drapeau dans les cheveux, non. Non, mais pas juste les drapeaux. Ça, puis un champ en l'éclair, là. Une éclair où elle est rasée d'un bord, puis Arturo Vidal, c'était quand même légendaire, ses coupes de cheveux. À partir du moment où tu prends ta retraite, t'as combien de temps? C'est le lendemain de ta retraite où tu peux plus faire ça? T'es-tu dans un band? Oui, c'est fini. T'as plus de droit. Le lendemain? Yeah. Ah ouais, moi je donnais 6 mois. À moins que tu sois dans un band. Dans un band sur le side? Ouais. Non, mais un band qui joue des gigs, là. Toi, t'es du genre... Ou que t'as une miata. Une miata? Ouais. C'est les deux. Arturo Vidal. Ou un Sebring, comme Michael Scott. Ouais, un Sebring. Oui, les deux. OK, mais vous êtes sévère au lendemain de la retraite. Moi, non, mais ça dépend de ton caractère, ta personnalité aussi comme joueur ou joueuse. Ouais, mais là, t'as plus ça, là, parce que tu joues plus. C'est ça, moi, ça fait partie de ta personnalité. C'est pour ça que je suis sévère. Hamzik, y a-tu encore son mohawk? Il joue-tu encore, en fait? OK, la musique sans son mohawk aussi. Mais je sais. Mais à un moment donné, quand t'es au IGA, là, Hamzik, puis t'as pas joué depuis 2 ans, d'un fruits et légumes... Mais ça reste la musique. Si tu tiens en forme... faut que tu restes en shape. Tu rentres un parce que imagine, parce que j'ai passé à Ronaldo avec sa patch. Mais maintenant... Le Brésilien, avec sa patch. Aujourd'hui. Ça serait un peu weird. Même Martinez avec son drapeau, là. Ça partait de là. Ça partait de là. Ouais. OK. Fait qu'on a Jude Bellingham. 100% Jude Bellingham. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va être lui. Soit il passe à côté de son match, les Anglais passent pas au prochain tour, puis ça va être Bellingham, Tuchel, ça a pogné dans le fan dans le vestiaire, ou à l'inverse, il atteint un statut légendaire parce que justement, il est capable d'enchaîner doublé, puis peu importe ce qui s'en vient là, face à l'Argentine, éliminer Messi, potentiellement mettre fin à la carrière de Messi en Coupe du Monde. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent quand tu marches 65% du temps, tu pourrais en faire un autre dans 4 ans, mais pas sûr. Je le regarde là, passer à travers des 120 minutes, puis Messi, je suis pas sûr, moi, que ça tenterait de refaire un autre cycle comme ça dans 4 ans. Puis il t'amène les Anglais 60 ans après leur seule Coupe du Monde, tu les amènes en finale. Pour moi, c'est clair que c'est Bellingham qui va finir par être le gros sujet de discussion, peu importe que ça aille bien ou que ça aille mal pour les Anglais. Pourquoi pas Harry Kane? Parce que on s'est tous tourné vers l'Angleterre, mais moi, j'avais Harry Kane aussi. Peut-être que c'est lui parce que son intelligence de jeu, je pense qu'il a gardé cette équipe-là. Bref, Harry Kane qui marque tôt puis qui règle ça assez rapidement, moi, j'ai ça dans mon livre. Un but tôt dans ce match-là, t'as raison, par contre, là, ça pourrait arriver des deux côtés. C'est la plus belle affaire qui pourrait pas arriver. Parce que c'était tout le temps ce qui m'inquiète. Quand tu arrives dans des matchs comme ceux-là, si ça commence à être un match crispé, où tu passes à droite, tu passes à gauche, t'as peur. L'Espagne, s'ils gardent vraiment bien le ballon, mais ils ont de la misère à enchaîner vers l'avant, ça peut devenir un match un peu comme ça. Avec les Français qui disent, on va l'attendre, on va avoir un contre à la 72e, on va marquer. Donc, gardez-le ballon, ça me dérange pas. Ça, c'est mon inquiétude pour ce match-là. À voir. Les 2 matchs sont mardi, mercredi. France-Espagne, le premier, donc le jour de ton anniversaire, jeune homme. Oui, tout à fait. Ben oui, bon anniversaire, Olivier Brett. J'ai oublié. Merci bien. J'avais oublié ça.
Écoute, 32 ans cette année. Ça te revient comme ça. T'as quand même une mémoire, ça fait plusieurs fois que je le dis, phénoménale pour les anniversaires. Puis mercredi, c'est Argentine-Angleterre aussi. Il va avoir 28 ans, c'est ça. J'ai dit ça à quelqu'un je suis comme Benjamin dans Button, un café. Je m'en vais dans l'autre sens. Ouais. Non, mais j'ai dit ça dans un café à un moment donné. J'ai dit, j'en ai un de 8 ans, un joueur de 8 ans, mais j'ai un joueur de 28 ans en parlant de moi. La jeune fille de 17 ans s'est mise à rire tout de suite. Franchement, mademoiselle. Je l'ai fait rire. Je suis parti, j'ai fait, aïe, tu peux vraiment pas passer pour un gars de 28 ans. Ben non. C'est fini, mon gars. That ship sailed. Yeah. C'est ta maturité. Je sais pas si on a terminé pour la portion avec Amy, mais moi, je voulais juste ajouter quelque chose. On parlait de l'arbitrage tantôt, puis on parle de la VAR. Puis je comprends là, que ça chiale. Tu sais, c'est quand même ironique que tout ce temps-là, après la main de Dieu, ça chiale encore pour l'arbitrage. Puis je suis d'accord avec Pat Leduc qui était ici la semaine dernière, qui disait, si tu l'enlèves, la VAR, les gens qui voulaient plus de VAR vont chialer. Bref, c'est un cercle sans fin. L'accélération des rentrées de touche, des coups de pied de but, des coups de pied de coin, c'est majeur. Là. Il y a du rythme dans cette Coupe du Monde-là, comme il n'y en a jamais eu. L'autre chose que j'aime... Mais c'est pas de la VAR, ça, par contre. Non, mais c'est de l'arbitrage quand même. Ouais, c'est des changements. C'est IFAB. C'est des changements. Moi, j'ai un T-shirt, je vais te l'acheter pour ta fête, juste assez de VAR, s'il vous plaît. Mais tiens, je vais encore te Pas trop de VAR, juste assez. Un gars de 28 ans ne porterait jamais ça. Je vais encore te contredire, parce que les coups de pied de but qui sont renversés en corner, ou les corners renversés en coups de pied de but, c'est la VAR. Moi, mais ça a été raté, Norvège contre l'Angleterre. Ben c'est ça. Yeah. Là où j'ai de la difficulté à me faire une tête, moi, c'est comment vous jugez que là, vous avez le temps, puis l'autre, vous n'avez pas le temps. Ou là, ça va influencer le rythme du jeu, mais l'autre, ça influencera pas. À un moment donné, tu regardes ou tu regardes pas. Puis je comprends, ça vient justement de ton état d'esprit, puis je comprends tout à fait la logique derrière ça. On veut pas être constamment en train de dire « Attends, il faut juste vérifier, attends ». Mais au final... Si tu es capable de diminuer le nombre d'erreurs manifestes qui sont faites, puis tu vois clairement, parce qu'il y en a, là, c'est comme le plongeon d'Embolo. Il y en a, non, c'est lui qui l'a touché. Tu l'as pas vu, t'étais caché ou t'as vu la mauvaise affaire, on renverse. Moi, ça, je trouve que c'est super. Fait qu'il y a beaucoup d'avancées positives qui ont été faites en termes d'arbitrage quand même dans cette Coupe du Monde-là, même si on est loin, loin, loin de la perfection au total. Ah. Il vieillit en beauté, hein, parce qu'avant, il haïssait les arbitres. Là, il est en train de les encenser, même les prendre dans le bras. As-tu vu Wayne Rooney qui est fâché parce que les arbitres ont leur nom dans le dos? Ah oui? T'en vas au fusil. Oui? Ouais, parce qu'ils trouvent que là, il attire trop d'attention. Ils veulent... Hey, oui. Je veux pas être plate, là, mais... Prends-toi un autre bagel. Ouais, puis attends que la génération d'arbitres, là, se parte des vrais podcasts. Là, tu vas trouver que le nom dans le dos, c'était le moindre de tes soucis, le nom dans le dos. Bon, ben, tu vieillis en beauté. Merci, c'est beau. Voilà. Gentil. Amy Walsh, merci beaucoup. Tes plugs, qu'est-ce qui te reste là, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde? C'est quand la 103e sélection? Quand est-ce que tu reviens? Oh non, jamais. Ah, OK. Honoré la 103e. Puis les cheveux, ils vont rester comme ça aussi. J'ai pas de plan pour un mohawk. Moi non plus. T'as pas 15 minutes dans les jambes pour le Canada? Oh my God, 15 minutes. Je vais te parler dès le début du podcast pas à Miami, en tout cas. Que c'était rough comme remplaçant. Là. C'était vraiment tough. Non. 15 minutes dès le début. Il me reste pas 15 minutes. On peut entendre sur Footy Prime, One Soccer aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir, merci. OK, nous, on va faire une petite pause. Sure. Puis on va parler du CF Montréal. On va finir un petit... Parce qu'il va falloir que je retourne au travail. À un moment donné. Tu sais pour qui t'as pas besoin de la VAR? Pour un Bolivien. Efrain Morales. OK. En deuxième partie de Plein Axe, il faut revenir à nos moutons. Hein? Ça a été le fun comme party, mais tranquillement, on va falloir ramasser, puis on va se retrouver avec notre petit quotidien, notre grand quotidien. Notre pain quotidien. Notre pain quotidien. CF Montréal qui est de retour, qui a joué 2 matchs déjà dans le championnat canadien. Ils sont en demi-finale du championnat canadien parce qu'ils ont réussi à se débarrasser de Vancouver. Écoute, on n'a pas Amy avec nous, mais... juste parenthèse, la santé de la compétition, parce que c'est un peu un souci que j'ai. Je veux pas cracher dans la soupe, mais tout le monde est content. Le Canada, la Coupe du Monde, c'est un pays de foot, mais Vancouver, les Whitecaps, on ne sait pas s'ils vont finir l'année. Non, ils vont finir l'année, mais à moyen et court terme, sont-ils encore là? CF Montréal avec le Stade olympique. La santé de la compétition, encore une fois, du championnat canadien, là. Mais l'Association canadienne de soccer doit faire mieux, je pense, pour vendre cette compétition-là. Pour la vendre, ça doit être mieux intégré avec les équipes de la MNS. Il faudrait que les équipes de la MNS soient en mesure de... Ben, c'est parce que moi, je vois tellement un clash, puis je sais pas si tu te rappelles, là, ça remonte à l'époque où
je faisais des matchs avec toi à TVA Sport, c'était un défi déjà dans ce temps-là. C'est que le marketing des clubs MLS, on va parler du CF Montréal plutôt, est 100% ciblé à pousser des billets de MLS. Puis, corrige-moi si je me trompe, là, mais zéro, moi, je vois à peu près rien ou rien passer pour le championnat canadien. Puis, c'est pas une décision de 2026. Là. Il y a très, très, très peu d'efforts qui sont mis sur mousser l'attention puis la présence de cette compétition-là, puis la présence des gens au stade. Quoique, je trouvais qu'il y avait quand même, pour un match un peu... Il y avait du monde, quand même. J'ai été agréablement surpris. C'est sûr que si tu compares au précédent... Qu'est-ce que tu veux dire? Au match précédent, où il y avait... à Vancouver? Oui, mais il y avait... Non, mais l'autre match aussi, il y avait 4 personnes dans les estrades. Ah oui. Mais, écoute, moi, je trouve que tu as une réflexion à avoir pour soit peut-être positionner cette compétition-là de manière différente. Est-ce que ça va venir, ça, avec... parce que tu vas faire quoi avec ton calendrier hivernal? Ben oui. Ça va devenir un problème tantôt. Là, parce non, mais que ce ne sera pas la première fois que le Canada, l'Association canadienne de soccer va changer le format. Puis c'est parce que je regardais aussi. Puis très bien pour puis je veux pas cracher, enlever à papa puis pour donner un moment, mais de voir autant de clubs de la Première Ligue canadienne en Coupe des champions de la CONCACAF, c'est sûr que Montréal et Toronto ne méritaient pas nécessairement d'y être. Mais en même temps... Quand tu as 4 représentants... Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange de voir le CF Montréal commencer contre le Blizzard de Calgary. Une équipe de... À un moment donné, fait passer une coupe de ronde avant. Je veux pas passer trop de temps là-dessus. Sur ta carte de bingo, l'avais-tu sorti hier? Parce que t'avais-tu victoire du CF Montréal, coup franc, Brendan Craig, Daniel Rios qui lobe le gardien, t'avais ça sur ta carte de bingo, c'est sûr. Puis mon complémentaire, c'était expulsion d'Efrain Morales. Ah non, mais OK. Allons-y. Puis là, c'est à chaud, là. Mais c'est parce que Morales, ça a été... à chaud, nous, non, mais ou lui? C'est à chaud, nous. Ben oui, la réaction. Le lendemain. Ben c'est pas... j'ai la même depuis que sur le début coup. de l'année, on discute d'Efrain Morales. Au début de l'année, le narratif, c'était comme s'il se qualifie pour la Coupe du Monde. Quel coup extraordinaire du chef Montréal, ça va bien. Écoute, le tacle à la 20e minute dans la surface adverse avec les crampons, c'est 2 matchs de suspension pour Quenza, l'anglais, hein, ça, ces crampons-là. Mais pourquoi? Jaune, non, mais je sais. Puis après ça, après ça, faut que tu te gères. T'aurais besoin de la VAR? Ah, mais je m'en fous. Oui, c'est ça. Non, au contraire, j'étais comme... OK, erreur de jeunesse à la 20e, puis on a tous vu la reprise, puis on a tout fait... Ton deuxième tacle, ça avait l'air de quelqu'un qui voulait se faire expulser puis rentrer au vestiaire. Non, mais voyons! En fait, moi, puis je te l'ai écrit hier parce qu'on regardait le match. Moi, ce qui m'a le plus déstabilisé, tu sais, dans les films de sniper, là, t'as un gars qui abat quelqu'un, il fait sa job, là, il remplit sa mission, puis là, il pacte ses petits, il remet sa mitraillette dans son sac, puis il s'en va, il est tranquille, tu sais. Lui, il a pris sa gourde, pris une petite gorgée d'eau, s'est en allé direct vers le vestiaire. C'était comme... C'est fait. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Puis peut-être que je lis trop là, de l'extérieur, puis que en dedans, pour lui, ça a été complètement différent. Mais j'avais vraiment l'impression de voir un gars qui disait, moi, soit ça me dérange pas, soit ça fait mon affaire, soit je prends pas la mesure de à quel point je peux mettre mon... Hey, si le CF Montréal passe pas, là, est éliminé... Contre Vancouver, une équipe de Première Ligue canadienne, là, c'est un autre mini-séisme. Puis, tu sais, tu parles depuis plusieurs mois de l'importance de l'après-Coupe du Monde. En fait, on parle depuis des années, mais là, l'après-Coupe du Monde, là, comme dans les 3 semaines qui suivent, là, comment tu es capable de rembarquer le monde. Imagine si tu pars sur le CF Montréal est revenu au jeu avant son match contre Toronto jeudi, mais ça a été pour se faire éliminer en championnat canadien par une équipe de Première Ligue. Ce sera pas parce que Efrain Morales s'est fait expulser, là. Ça va juste être le club. Puis moi, j'avais pas l'air de voir un gars qui saisissait l'ampleur de ça. J'ai élargi le débat parce que moi, dans mes notes, avant ça, dès les premières minutes, je pense que tout le monde l'avait, là. Mais j'avais les jeunes. Point d'exclamation, point d'interrogation. Sinchuk, Streit, puis j'avais Morales aussi. Je sais pas c'est quoi exactement ma réflexion, mais c'est un feeling. Cette équipe-là est jeune, puis on en a parlé, je comprends.
ce désir-là. Puis je pourrais rajouter Escobar, qui n'était pas là aussi. C'est des projets où tu as l'impression qu'ils ont beaucoup de talent, puis il y a des choses qu'on voit, mais à ce moment-ci, tu l'as dit, post-Coupe du Monde, où il faudrait peut-être embrayer puis donner un peu de bonheur aux gens, on a combien de temps pour attendre après eux aussi? Là, je commence à être un peu... C'est rare parce que je suis le premier à dire, OK, on va vivre avec. Il faut que, pour le CF Montréal, si on veut vendre des joueurs, puis si sur une période, un cycle de 1, 2, 3 ans, tu veux monter en puissance, il va falloir que tu vives avec ces creux de vagues-là, tu sais, puis avec ces jeunes-là qui apprennent, ces jeunes-là qui ont de l'air perdus sur le terrain à un moment donné, puis il y a un déclic qui se passe. C'est ça, le développement. Ouais. Il nous reste combien de temps, là? Oui, mais en même temps, ta question est légitime, pas en raison des 2 derniers matchs. Non, je sais. Moi, si le CF Montréal joue contre Toronto, puis c'est le même effectif. Est-ce que tu as le même effectif pour jouer contre Toronto? En fait, c'est ça. Carmona n'est pas là, Prince est suspendu, et même blessé aussi, sorti sur blessure. Oui, mais ça, c'est circonstanciel, là. Amaya, vas-tu jouer? Ben, Amaya, s'il joue, c'est parfait. Il aurait dû jouer depuis longtemps. Ouais. Là. Pourquoi tu es allé le chercher en prêt au mois d'avril, où je me rappelle plus trop? Justement, hein, ces gars-là doivent jouer. Puis Brian Vera, je présume qu'il va jouer. Probablement, contre Toronto. Bon. Parce qu'en ce moment, Vera, c'est le meilleur défenseur. La question se pose moins. Moi, j'attends de voir le match contre Toronto parce que là, Philippe Lafroy qui est là de manière permanente jusqu'à la fin de l'année, ça va avoir l'air de quoi? Il choisit quoi comme effectif? Il fait quoi comme changement? Est-ce que ça change, justement, versus pré-intérim pour 2026 au complet? Ça, j'ai hâte de voir, mais je suis pas prêt à prendre des constats, dans le fond, ou faire des constats sur les 2 matchs qui viennent de passer. On ne s'est pas parlé, puis on va en parler un peu plus dans les prochains podcasts, mais Nanni Pereira, c'est le seul entrant pour l'instant du CF Montréal. Officiel aujourd'hui, hein, parce que la deuxième fenêtre des transferts ouvre aujourd'hui, 13 juillet. Mon année, on en parlait, on a trop de numéro 8. Qu'est-ce qu'on va chercher? Premier recrutement. En tout cas, dans le podcast, on a souvent dit qu'il y a beaucoup de numéro 8 dans cette équipe-là. Première affaire qu'on fait, on va chercher un autre numéro 8. Écoute, qui peut descendre? Là, je regardais hier, c'est Longstaff, Amaya puis Loturi qui partent. Ouais. C'est ça le nouveau milieu de terrain? Dans le fond, ça veut-tu dire que Piet est un peu mis sur le côté? C'est Pereira qui reprend sa place, puis tu as 3 à moyen terme. À moyen terme, tu as Pereira, Amaya, Longstaff dans ce milieu de terrain-là? Amaya, un gars en prêt, puis ça devient ton gars? Parce qu'il y a des 8, là. T'as Longstaff, Amaya, Loturi. On peut mettre Herbers. Ben oui. En fait, il faut mettre Herbers. Oui. On pourrait mettre Thoralson, qui a été recruté en partie pour ça. Carmona. Mathieu Escobar. Non, moi, tu prends le gars, puis là, ça commence un peu à être depuis 1 an et demi, là, j'ai trop souvent eu ce feeling-là. De dire, le joueur, aucun problème. Maintenant, est-ce que c'est de ça qu'on avait besoin? Je veux dire, t'en as un char et une barge des milieux de terrain. Tu viens de te débarrasser. Puis tu sais, tu l'as dit, puis c'est toujours ma position, faut donner le temps à cette fenêtre-là des transferts d'être exécutée par le CF Montréal. En même temps, toi, ce que tu dis toujours, c'est, là, ça fait longtemps qu'on le sait, là, Sunusi, ça doit faire longtemps que tu sais que la game de check-in là, qui a duré 3 ans est finie. Il s'en va. Opoku, tu savais que tu étais en train de le magasiner. Ivan Jaime, on s'entend que t'es rendu à quoi, là, 2 mois et demi que tu sais qu'il sera plus là? Là, il faut que ça aille vite. Il faut que ça déboule. Si Pereira est là, tu as 1 ou 2 milieux de terrain qui dégagent, tu as un ailier gauche qui arrive, tu as un autre attaquant qui arrive aussi. Moi, je suis pas contre cette idée-là de Danny Pereira, mais en termes d'ordre de priorité, c'est un peu surprenant de voir un autre milieu de terrain qui s'en vient. Non, mais ce que tu me dis, moi, c'est un sacré ménage, là. Ben, c'est pas tant un ménage. Tu l'as déjà fait, ton ménage, là. Jaime est plus là. En fait, c'est en ce moment, là, juste pour être clair... Parce que Jaime, tu 0 joueur désigné. Puis tu viens de mettre quand même de l'argent. Là, ça peut monter jusqu'à quoi? 2,5 pour Pereira? Non, t'as mis beaucoup d'argent dans la location. Fait que j'ai aucun problème. Mais il faut que t'en mettes encore plus. Beaucoup plus pour remplacer Ivan Jaime. Mm-hmm. Moi, c'est là où je trouve
la chose intrigante, parce que la première chose que tu fais, c'est ajouter un joueur à une position où tu en as déjà beaucoup. Mais tu viens aussi d'établir la barre de ce que tu es prêt à payer et pour quel genre de joueur tu es prêt à payer. Est-ce que Pereira, c'est ton joueur décisif? C'est ton Nacho Piatti? C'est ce qu'Ivan Jaime était supposé d'être? On s'entend que non. Non. Bon. Mais non. Mais tu viens de mettre 2,5 sur ce gars-là. Non, mais c'est la qualité au milieu de terrain. Parce qu'à un moment donné, on va dessus, c'est en pile. OK, ouais, ça aurait pu être Longstaff. On va mettre une qualité un peu par-dessus Amaya. Après ça, non, je comprends ça. Et puis là-dessus, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je te dis, je me gratte un peu la tête. Est-ce que c'est vraiment de ça que tu avais besoin en ce moment? De toute évidence, le CF Montréal a décidé que oui. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que là, tu peux pas... ça peut pas être un autre move à 1.5, 2, 2.5 pour le gars qui doit remplacer Ivan Jaime. À moins que ce soit un gars qui est complètement sans attache, là, qui est sans club, puis là, tu y vas all-in en termes de salaire. Mais si tu vas recruter, puis c'est un montant de transfert, ben tu viens d'établir une certaine barre. Puis c'est pas la barre d'un joueur désigné, c'est pas la barre d'un difference maker dans ton équipe. Là, Toronto s'en vient jeudi. D'ailleurs, on va avoir un podcast le lendemain, le vendredi, oui. Le 17 juillet, à souligner, OK? Il y a ton Josh Sargent qui arrive. Josh Sargent d'Amour, je pense, c'est ça que tu as dit? D'amour. 22 millions qu'ils ont payé pour lui, avec des incentives là, pour aller jusqu'à 27 millions. Ouais. T'imagines? Pas sûr que les incentives vont se rendre là, par exemple, mais c'est en tout cas... Ben, écoute, 22. Si je me mets à rêver, je le sais, là, qu'il faut penser raisonnable, efficace, intelligent. Mais tu fais un échange pour Josh Sargent? Non! Ah. Mettons, là, 15, 17, 18 millions. Aucune chance. Pour Jonathan David. Qui a coûté... Attends une minute, hear me out. Jonathan David a coûté... C'est peut-être pas ça sa carrière. Puis là, en passant, pour les gens qui nous écoutent, quand j'ai dit aucune chance, je savais pas ce que tu allais me dire. Là. Il a coûté 12,5 millions, je pense, à la Juve, qui semble plus le vouloir. Il a coûté. Mais non, il est parti. Non, mais sans des frais. Il y a eu des frais avec les agents puis tout. Je disais que ça peut. Ça a bien été pour Nick Mavromaras. Écoute, je sais pas qui. Qui était dans notre vol, d'ailleurs, en allant et en revenant de Houston. Qui a pigé son dans agent, bourse, là, mais ce qu'on rapporte, c'est que 12 millions que ça a coûté. Parce que ça, on fait. Parce qu'il vaut beaucoup plus que ça. Exactement. Mais il est arrivé au fait, tu as raison. C'était un transfert, c'était un agent libre, mais visiblement, il y a eu besoin de payer pour l'avoir, en boni puis tout ça. Mais là, puis peut-être que j'ai pas les bons chiffres, peut-être que je ne conçois pas la business. C'est une idée de grandeur, là. Mais juste pour le CF Montréal, marketing-wise, Jonathan David. Parce que Pulisic, New York voulait Pulisic. Puis moi, on en a parlé, j'ai anticipé après la Coupe du Monde, va chercher Pulisic, New York, nouveau stade, t'as de l'argent, ah ouais, donne-y du cash. Ah ouais. Puis là, c'est une question de personnalité. Ouais. Mais Pulisic, New York, ça fonctionne. Oui. On pense. Puis même, au niveau marketing, lui, il trouve des... je pense qu'il y a quelque chose là. Puis la MLS a besoin encore d'embrayer, là. Tu sais, leur campagne, de OK, c'est à notre tour maintenant, tassez-vous, on s'en occupe. CF Montréal, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en occuper? Parce que je regardais là aussi les... Tu sais, parce que si Piet n'est pas dans le milieu de terrain, c'est quoi la caution québécoise? Pas de Québécois qui arrivent dans l'académie, là. Non. Puis tu peux pas aller chercher Koné, Saliba, Chouanière comme caution québécoise. David, c'est pas un Québécois, mais c'est ce qui est le plus proche de ce qui se fait de Québécois, Ottawa, tu sais. Écoute... Ah, les gars, je vais juste... Non, mais c'est parce que c'est tellement de bonnes questions pour... les montants impliqués, le profil. Est-ce que Jonathan David, ça va être ton gars marketing-wise avec une grosse plus-value ou est-ce que ça va plus être un Nacho Piatti? Nacho Piatti, d'ailleurs, à qui j'ai parlé dans l'avant-match à RDS du quart de finale de l'Argentine, quel gaspille quand Nacho Piatti était ici. Mais il a changé depuis. Moi, je pense que... Non, il est plus fin. Non, mais attends une minute. Il est devenu publiquement ce qui était en privé. Moi, c'est les échos que j'entends. Puis tu n'as jamais été capable d'amener ce côté-là du vestiaire ou qu'il y avait en dehors du terrain. Parce que tu dis qu'il est agréable, il est drôle, il est sympathique, il y a du bagou, ce qu'on n'a jamais vu quand il était joueur. Jamais. Moi, depuis qu'il est revenu, puis tu as raison, il est venu sur Apple TV, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire que c'est la meilleure entrevue qu'ils ont entendue pendant un match. Il était bon. Non. Il était top. Même chose, j'ai eu des messages. Bref. Ouais. Fait que
Probablement même personne. T'es de quel côté si t'as Jonathan David, qui est pas le gars qui se met le plus de l'avant? Ça, c'est la question plus-value. Maintenant, sportivement, vois-tu Joey capable de vivre avec les 4 matchs de suite où il marquera pas si t'as mis 17 millions? Parce que, ou peut-être que tu me diras, il sera plus un attaquant de séquence parce qu'il est en MLS. Ce sera un pari intéressant, ça. Est-ce que tu marques plus souvent? Mais en même temps, il faut que tu sois servi. Là. Jonathan David, c'est pas... c'est un gars qui est très impliqué dans le jeu, mais c'est pas ton meneur de jeu. Lui, c'est le finisher que tu vas vouloir, surtout si tu le payes ce prix-là, dans la surface de réparation, là où il est capable de remplir les filets. Mais as-tu ce qu'il faut en ce moment autour pour le servir? Mais en même temps, oui. Mais il y a plein de choses parce que, oui, puis en fait... Il n'y a pas de réponse, puis... mais moi, je pense qu'il y a une réponse. Le réflexe, c'est non pour le CF Montréal, puis moi-même, de façon raisonnable. Mais puis de façon même raisonnable de ce qu'on fait comme business présentement, puis ce qu'ils sont en train de construire. En même temps, tu te mets à rêver, puis le 17 millions, c'est pas juste... il va te faire un marketing, il va te faire une entrevue, tout le monde en parle. C'est pas juste ça aussi, c'est... le Real Madrid fait ça. S'il y a quelqu'un qui fait un transfert plus gros que le sien, ils vont rajouter 5 millions juste pour dire... Mais ça, c'est l'identité. C'est ça, nous autres, on paye. Mais non, mais tu te dis, on a payé 17 millions pour ce gars-là. Déjà, il arrive avec une patine extraordinaire. Mais là, je vais appliquer la logique de Joey, qui, je pense, est pertinente dans celui-là. Au lieu de payer 15 millions, mettre 15 millions pour Jonathan David, mets 3 fois 5. Mets 3 fois 5. Là, tu mets déjà pas 5 à la base. Moi, je vois pas un univers où tu passes de... Le plus gros transfert, là, c'est quoi? C'est 4 millions? Puis là, tu passes à 15? Non. Non, mais ça serait pour Jonathan David. Ça serait pas pour personne d'autre. Ouais, mais moi, je pense que c'est mettre trop d'eux. Puis après ça, là, tu le vois pas, le scénario, là? Hey, on t'a donné tant, puis là, il a pas marqué pendant 3-4 matchs. Puis c'est un gars qui marque en séquence. Il explose pendant 10 matchs, il peut disparaître pendant 5. Moi, je pense que pendant ces 5 matchs-là, t'as une bombe atomique, t'as un Wilfred Nancy qui arrive, puis c'est terminé. Non, mais je suis d'accord. Puis de toute façon, ça contredit, moi, ce que je pense que CF Montréal devrait faire. C'est exactement ça. C'est 3 joueurs désignés à 2 millions. Mais là, il faut les amener, les joueurs désignés. Parce que je dis ça parce que dans un moment 2 millions de salaire, là. Oui. Puis même 2 millions de transferts, mais... plus que 2 millions de transferts, si c'est un transfert. 3 joueurs désignés qui se qualifient à peine, pas nécessairement des joueurs désignés à 10 millions, dans le sens mais 3, amène-en, là, parce que là, on en a besoin. Puis surtout, à la fin de la Coupe du Monde, il y a un besoin d'enthousiasme. Puis c'est pas le match contre Vancouver qui nous a donné ça aussi en ce moment. On est d'accord. On est d'accord. Puis il y a la lettre, puis tu sais... non, mais là, on a le goût de regarder vers l'avant avec eux. Mais donnez-nous des idées, mais donnez-nous l'occasion de regarder vers l'avant aussi. Question de voir le verre à moitié plein, par contre. Là, t'es positionné pour y aller. Là, t'es post-Coupe du Monde. T'as beaucoup de matchs. Il reste 20 matchs à jouer. Il te reste beaucoup de matchs. Puis on parlait avec Greg Berhalter de l'arrivée possible de Lewandowski là, il y a plusieurs mois. Puis il disait, quand il te reste 20 matchs post-fenêtre des transferts d'été, là, la valeur du gars que tu amènes, c'est pas pour le préparer pour l'année suivante. Il peut t'aider là, puis tout de suite. Le CF Montréal est dans cette position-là avec Sunusi qui finalement dégage, Opoku qui s'en va, Jaime, tu t'es pas attaché les 5,5 millions, mais je présume que tu es encore disponible dans ton enveloppe. Là, il faut pas que la moitié du 5,5 soit passé sur Danny Pereira. Sinon, là, ça fait aucun sens. Mais si tu as ces 3 places-là, minimum de joueurs offensifs que tu peux remplacer, puis que tu mets des montants conséquents par rapport à la lettre de l'année passée, cette équipe-là peut être transfigurée dans un mois quand on se reparle. Mais si tu t'attends, puis tu regardes, puis tu te dis au final, puis c'est ce qui, je pense, peut pas arriver là, cet été. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Ou on y va avec une approche un peu à moitié enceinte, encore une fois, là, tu peux pas. Tu as fait assez de tours de la machine, tu as Bologne, tu as l'expérience maintenant de l'avoir vécu sur plusieurs fenêtres des transferts. Là, il faut que tu tires sur la gâchette. Puis il faut que ça donne des résultats cette année. Puis surtout, post-Coupe du Monde aussi, dans une certaine mesure. C'est l'occasion fait le larron. OK, on va finir là-dessus. Merci, Olivier, je t'embrasse. Je te souhaite des bonnes demi-finales. On va se retrouver avant la finale. Vendredi, exact. On va être capable de mettre la table pour cette finale-là. Moi, je te remercie, toi, mais je remercie surtout notre partenaire présentateur Mise au jeu. Pour la Coupe du Monde, Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour
tous les partisans. En plus des pages dédiées à chacune des équipes participantes, Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match. Pour voir toutes les offres de paris et ne rien manquer du tournoi, télécharge l'appli Mise au jeu plus, 18 ans et plus.